Bonjour, bienvenue sur Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons parler argent et patrimoine, car je sais à quel point ce sujet reste toujours assez sensible à évoquer. C'est vrai, après tout, on parle souvent d'amour, de projets, de construire à deux, mais beaucoup moins d'argent et encore moins de droits, et presque jamais de ce qui se passe lorsque ça devient vacillant. Pourtant, un couple sur deux ignore les règles de son propre régime matrimonial et, comme me l'a si judicieusement précisé mon invité, un mariage, ça finit toujours mal. Soit un décès, soit un divorce. Malgré toutes les décisions patrimoniales majeures sont prises à l'aveugle jusqu'au jour où la réalité juridique frappe, rattrape l'histoire personnelle. Trop tard, trop cher, trop long. Alors, et si le droit n'était pas seulement là pour réparer, mais aussi pour préserver, pour prévenir? Aujourd'hui, je reçois maître Chloé Bellois, qui est avocate en droit pénal et droit de la famille, femme d'affaires aux facettes. Elle pratique entre Paris et les Émirats. Après 13 années à voir des couples découvrir trop tard les conséquences de décisions prises sans accompagnement, elle a décidé de prendre le problème à l'envers et de lancer MoneyDate, la première plateforme de conseil juridique préventive dédiée aux couples et aux familles. Et vous me connaissez maintenant, vous savez à quel point j'aime voir les choses un peu à l'envers, ou en tout cas de voir les deux facettes d'une même situation. L'ambition de Chloé est simple mais radicale. Remettre de la clarté, du droit, de la conscience avant que les conflits apparaissent. Alors dans cet épisode, forcément, nous allons parler argent dans le couple, de droits d'actifs, de transmission, d'ignorance qui coûte souvent très cher et envenime des situations suffisamment laborieuses, mais surtout ce qui change lorsqu'on décide enfin de savoir et de reprendre au lit le lead aussi sur cette partie-là. Bonjour Chloé, je suis enchantée de t'avoir à mon micro. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me recevoir. J'aime régulièrement faire des épisodes dédiés à des parcours inspirants, des thématiques connexes à ma thématique de cœur, qui est plutôt le leadership, le monde du travail. Et je décide de mettre des parcours de femmes inspirantes à l'honneur. Et lorsqu'on s'est rencontrés, effectivement, j'ai tout de suite été inspirée par la manière et l'énergie que tu dégages, la manière dont tu prends ce sujet, dont tu adresses ce sujet, avec beaucoup de conviction, mais aussi beaucoup de positif. Ouais, je pense que c'est un peu dans mon mindset. On dit souvent, oh là là, t'es avocat. Alors, tu sais, on dit souvent, t'as les avocats conseils, ceux qui Mhm. portent jamais leur robe d'avocat à part, c'est des blagues entre avocats à part à la rentrée du barreau, donc une fois dans l'année, ou leur prestation de serment, peut-être parfois c'est tout dans leur vie d'avocat. Et les avocats de palais, les avocats contentieux, donc ceux qui vont plaider. Donc on te dit, ah oui, si t'es avocat contentieux, tu aimes le conflit, tu aimes la bagarre. Alors, je pense pas que ce soit la réalité. Tu Mhm. n'as pas peur du conflit quand tu es avocat, évidemment, puisque ton but c'est de les gérer. Mais pour autant, c'est encore mieux quand ça se passe bien. Donc, et d'essayer de trouver des solutions rapides pour nos clients. Moi, un conflit qui s'éternise, je trouve ça délétère pour tout le monde. C'est pas... Mhm. Ouais. Et ça, ce que tu viens de me dire là en quelques mots, eh bien, c'est un peu toute ta philosophie et tout ton mindset qu'on retrouve aussi à travers les sujets sur lesquels tu te bats, ce qui a amené ta carrière. Mais avant de rentrer dans ta carrière, euh, qui est Chloé Bellois derrière le maître? Alors, derrière le maître, qui est pas un double maître, un petit maître, alors moi, je suis née à Châteauroux, dans le centre de la France. De parents qui n'étaient pas du tout avocats. Je crois qu'il n'y avait même pas un seul avocat dans ma famille. Ok. Et je me rappelle très bien d'une amie de mes parents qui était avocate, plutôt pénaliste, et de mon père qui m'a dit un jour, mais surtout ne fais pas ça, c'est pas du tout un métier pour une femme. Donc je ne sais pas si c'est l'esprit de contradiction qui était déjà bien présent, mais du coup c'est le métier que j'ai choisi. Je suis arrivée à Paris, j'ai fini mes études à Stan parce que j'en avais assez marre de la vie Castelroussine. Donc je suis arrivée toute seule à Paris à 16 ans et mon rêve c'était d'être actrice et D'accord. donc de faire les cours Florent. Donc le deal que j'avais trouvé avec mes parents c'était ok tu fais les cours Florent mais tu fais quelque chose de sérieux à côté. Donc je me suis inscrite à Assas. Et j'ai fait mes études de droit qui m'ont passionnée. Vraiment, j'ai découvert ce monde et j'ai adoré. On peut imaginer les grands amphis, des professeurs incroyables qu'on avait la chance d'avoir.
Et puis, voilà, prise finalement dans ces sujets où j'étais pas la plus mauvaise. Je me suis laissée prendre au jeu, tout en continuant le cours Florent en cours du soir. Et puis, un jour, quand il a fallu décider entre l'Actor Studio à New York et un stage chez Kelly Dry et Warren dans un cabinet d'avocats à New York, ben, j'ai fait le choix du cabinet d'avocats. Et puis, je regrette pas du tout d'ailleurs. Hmm. Mais Mais voilà un peu. est-ce que ces deux passions t'ont pas un peu servi quand même? Parce que ce côté prestance, jouer un rôle quand on est avocat et que l'on plaide, il y a quand même aussi des Ouais, ponts entre les tout deux. à fait. Exactement, il y a des ponts et je me rappelle Francis Piner, qui est un des premiers avocats avec qui j'ai travaillé, qui m'avait dit, moi j'aime ce métier parce que ça te permet d'avoir 1000 vies en une vie. Et c'est vrai que quand tu es acteur, actrice, tu es quand même au service du réalisateur. C'est-à-dire que, alors évidemment ça dépend d'un réalisateur, mais tu es au service d'un texte, d'une histoire qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Et quand tu es avocat, tu as un réel pouvoir d'action finalement dans la vie des gens, dans l'histoire qu'on te raconte, la manière dont tu vas interagir avec tes clients, pas seulement la décision de justice, parfois des simples mots pour apaiser quelqu'un, quel côté qu'il soit, ça peut changer des trajectoires humaines, ça peut dénouer un dossier. Et je pense que c'est ce qui m'a convaincue entre les deux, c'était l'impression de pouvoir être utile par l'outil du droit et évidemment avec ce jeu de rôle que tu peux avoir devant une juridiction, mais aussi ce rôle que tu peux avoir différemment en fonction des clients, de leurs besoins, de ce qu'ils vont avoir besoin d'entendre comme accompagnement. Et ça je trouve c'est magique dans mon métier. Hmm. Tu démarres ta carrière dans le droit pénal et petit à petit, tu bascules, enfin, tu complètes, on va dire, plutôt dans le droit de la famille. Pourquoi? Ouais. Alors en fait déjà j'ai commencé par le droit des affaires parce que j'avais été sélectionnée pour un magistère droit des affaires. Mhm. Voilà, tout le monde voulait faire des fusions-acquisitions et moi dans la classe de 30 je répondais toujours et vous voulez faire quoi? Actrice. Bon, je me rappelle que la prof avait dit à l'époque ça vous sera le CRFPA ça vous sera hyper utile donc l'examen d'entrée à l'école d'avocat ça vous sera super utile quand vous serez actrice. Je pense que j'ai encore le mail d'ailleurs. Donc tout le monde cherchait les stages dans les gros cabinets. Puis moi, j'avoue que franchement, tout ce qui était contrat, c'était pas vraiment mon truc. J'avais besoin de l'humain. J'ai quand même fait un stage dans un gros cabinet, hein, qui est le premier qui m'a donné ma chance d'ailleurs, parce que, encore une fois, je connaissais absolument personne. Pas de Euh, raison. ouais, chez Auguste et Debouzy, mon confrère Camille Aéry qui m'a dit ok bah viens. Donc c'était mon premier stage en contentieux, donc c'était contentieux, arbitrage et propriété intellectuelle, et avec des gros clients qui étaient plutôt des corporates, des sociétés. Euh, et c'était passionnant, mais c'est vrai que j'avais pas accès aux clients. Après, évidemment, j'étais stagiaire, mais je me suis rapidement dit, c'est pas tellement pour moi. Et donc, j'ai cherché mon stage final à cette époque, et c'est là où je suis arrivée chez Francis Piner. Donc là, j'ai 22 ans, je suis aux assises pour le procès Carlos. Enfin, c'est extraordinaire. Et là, je me dis, c'est exactement ce que je veux faire. Et puis, au fur et à mesure, un peu comme on a eu en droit social, le droit pénal, avec le harcèlement et tous ces sujets-là, on a eu malheureusement beaucoup de pénal de la famille, des violences. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais il faut réaliser qu'il y a 13 ans, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment des épiphénomènes et c'était pas géré en parallèle. Donc, on avait vraiment les deux segments. Aujourd'hui, quand on parle de protection des violences avec des ordonnances de protection, avec des sujets hybrides entre droit pénal et droit civil. Ça n'existait pas, ou en tout cas très peu, pas dans les mêmes conditions à l'époque. Mhm. Euh, et voilà. Et donc, au fur et à mesure, on envoyait beaucoup nos dossiers de droit de la famille à d'autres confrères. Et ce qui était plus compliqué parce qu'on perdait en réalité la gestion d'une partie du dossier, d'un accompagnement du client, et donc je me suis formée au fur et à mesure sur le sujet du droit de la famille et puis aujourd'hui je fais vraiment droit pénal et droit de la famille et malheureusement souvent ces sujets Très sont connexes. ouais, exactement. Mhm.
En fait, tu as vraiment identifié les liens, les ponts entre ces deux sujets compléter cette expertise parce que sinon tu te retrouvais bloqué par moment à pas pouvoir adresser, j'imagine, enfin, Ouais. comme tu le souhaitais. Bah, je trouvais que je perdais vraiment dans la connexion humaine et dans le rapport que j'avais avec mon client. Tu vois, à la rigueur, si tu dis sur un sujet, je vais avoir besoin, et ça arrive très souvent, de l'avis d'un fiscaliste, de l'avis de quelque chose de... Ça va pas vraiment gêner le sujet humain. Mais en revanche, c'est tellement imbriqué dans les affaires de violence, parfois, bah, des questions basiques, mais on va y revenir d'argent. Ok, je suis victime de violence, mais j'ai pas les moyens de partir. On fait quoi concrètement? Comment ça va se passer? Si tu n'es pas capable d'adresser ces sujets-là et de comprendre comment ça va fonctionner, ne serait-ce que la chronologie de répondre à ces inquiétudes-là, bah oui, je trouve que tu n'es pas efficace dans ton métier. Donc si tu n'as pas la compréhension globale, moi j'avais l'impression d'être défaillante dans le conseil que je donnais à mes clients. Hmm, ok. Et en 2026, justement, parce que tu disais, il y a 13 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, 2026, Alors, malheureusement, Mm. on en parle quand même plus. Enfin, heureusement qu'on en parle plus, mais malheureusement, ça veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup de situations très compliquées. Euh, Qu'est-ce que tu vois encore le plus aujourd'hui en 2026 chez les couples et dans les familles, justement? Euh, alors, ce serait difficile de dire ce que je vois le plus, mais en tout cas, je vois beaucoup de frustration. On a quand même des chiffres qui sont énormes, hein. Un couple sur deux qui va divorcer. Euh, des procédures quand les gens ne trouvent pas un accord qui sont extrêmement longues. 3 ans, 5 ans, 10 ans pour divorcer. C'est ce que je dis souvent, mais à une époque où ta question c'est de savoir si tu vas faire un Amazon Prime ou un Amazon normal pour avoir ta livraison le jour même ou dans l'heure ou le lendemain, quand tu dis à ton avocat, bah voilà, on a pris la décision, on veut divorcer, et qu'on te dit, ok, mais si vous n'êtes pas d'accord, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce qui est parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois la durée du mariage, c'est compliqué. Donc ce temps judiciaire décorrélé du temps humain, Hmm. c'est une vraie difficulté. Et ce que je vois beaucoup, en tout cas dans tous les cas, c'est des frustrations parce qu'il y a des incompréhensions au départ. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Money Date, c'est que souvent, les gens, comme ils n'ont pas compris leurs droits, Hmm. quand tu viens voir l'avocat au moment de la séparation, au moment d'un décès, comme je en parlais tout à l'heure, et que tu comprends enfin ce qui va se passer parce que enfin, tu n'as plus le choix. Maintenant, il faut regarder ce qui va Faut se s'y passer. intéresser. Et voilà, il faut t'y intéresser. Bah là, ça peut être des situations catastrophiques. Hmm. Et en fait, cette découverte-là, accompagnée de l'émotionnel, bah, soit de la perte, soit de la séparation, qui est dans tous les cas un deuil aussi, parce que Hmm. tu fais le deuil de ta vie de famille, le deuil de tes projets, de ce que tu avais projeté, imaginé, bah, c'est très compliqué d'arriver à une solution rationnelle pour se projeter dans l'avenir. Tu as même des clients qui sont incapables, quand tu leur demandes bah, comment vous imaginez, même ce serait quoi votre meilleure issue, ils Hmm. l'ont tellement pas anticipé, ils ont tellement pas voulu voir l'option 2 que ils sont totalement bloqués. C'est extrêmement compliqué. Hmm. Parle-nous justement un petit peu de Money Date. Parce que là, en fait, de ce constat-là, de cette temporalité-là, de cette méconnaissance, la frustration est forcément envenimée et forcément amplifiée. Et toi, là, tu as décidé du coup de créer Money Date pour venir en amont de cette situation, qui pourrait potentiellement être à contre-courant de ton business, mais pas du tout. Oui, bah oui. En fait, je me suis dit deux choses. Je râlais souvent. Moi, j'aime bien râler. C'est mon côté très français. Euh, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'aime bien râler, mais pour trouver des solutions. Je suis assez solution-driven, ce qui est d'ailleurs une erreur, quand après on en parlera peut-être plus tard, mais sur les modes alternatifs qu'on développe aujourd'hui dans la médiation, Mhm. quand tu es un médiateur, c'est très compliqué de ne pas aller forcer vers la solution et de la laisser émerger par les parties elles-mêmes. Mais du coup, face à ce constat, c'est mon indignation, hein, tu vois, Jean d'Ormesson, je me suis dit, voilà, j'ai deux solutions. Soit je peux dire, je vais m'en plaindre et puis je laisse mes clients comme ça et puis tant pis. Soit je me dis, écoute, tu fais tout le temps le même constat.
Euh, Pourquoi tu n'essayes pas de prendre le problème à l'envers? Comment tu pourrais faire autrement pour que les gens n'arrivent pas dans ton bureau sans connaître leurs droits? Mm. Et donc, je me suis dit, bah, ça passe par l'éducation, hein, comme énormément de choses. Et donc, il faut que j'amène cette connaissance aux gens. Alors, c'est pas un sujet rigolo, c'est hyper tabou, ça n'intéresse personne, c'est pas sexy. Ok, mais je me suis dit, si on n'essaye jamais de l'aborder, et puis ça peut être abordé de manière quand même un peu légère, c'est pas obligé d'être avec des tableaux Excel insupportables et des rendez-vous euh, À coups de dramatiques. fouet. Voilà, on peut l'aborder d'une manière plus détendue, et c'est pour ça que j'avais trouvé le nom Money Date, c'était d'essayer de présenter, vraiment essayer de parler de droit et d'argent, mais dans un contexte sympa. Mm. Ça n'a pas à être anti-sexy ou horrible. Brisons ce tabou. Et c'est fort de ce constat que je me suis dit, voilà, je vais essayer d'éduquer les gens, d'apporter cette information avant Mm. pour que les choses se passent autrement. Voilà. Mm. Et si je te posais cette question de si Money Date n'existait pas, qu'est-ce que les gens continueraient à perdre sans le savoir? Ou qu'est-ce que les gens qui ne prennent pas ce date, ce Money Date, vont continuer de perdre sans le savoir? Quelques exemples. Beaucoup de temps Mhm. et beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup de temps, beaucoup de points de vie aussi, de sérénité, je pense, Ah non? ouais, je pense que, évidemment, la charge mentale d'un contentieux, les gens sous-estiment, mais parfois quand tu reçois les conclusions adverses, nous on a l'habitude en tant qu'avocat, tu vois, les gens Mm. ils vont se focaliser sur un détail que le juge ne regardera même pas. Il s'en Mm. fout totalement, c'est pas, ça va pas l'aider à la décision. Mais toi, de lire de la partie en face, que je sais pas, t'es un mauvais parent, c'est extrêmement violent. Ça, les gens, encore une cliente me disait hier, tu épouses quelqu'un, une fois que tu es divorcé, tu rencontres c'est une autre personne. Mm. Il y a beaucoup de déception là-dessus. Et à la rigueur, quand tu as compris les règles du jeu au départ, bon, bah t'en fais ton affaire, tu les acceptes. Par amour, tu peux accepter énormément de choses. Mais quand tu veux pas voir les règles du jeu parce que c'est pas romantique, Mm. c'est un peu comme sauter sans parachute. Bah forcément, la chute, elle risque d'être extrêmement douloureuse. Ouais, puis il y a vraiment aussi ce jeu de posture, de rôle où chacun justement se détache et ces pics, ces pointes qui peuvent être échangées peuvent faire énormément de mal. Énormément. Et Mm. puis, il faut pas, on en parle moins, mais dans les violences, on va parler plus évidemment donc, des féminicides, on va parler des violences physiques. On commence à parler des violences morales, de tout l'impact, aussi burn-out, c'est tout ce qu'on peut vivre dans le travail qui a longtemps été ignoré, parce que comme ça n'est pas visible, c'est plus difficile à caractériser. Ouais. Mais on a aussi tout le sujet dont on parle moins, des violences financières. Mm. Moi, quand j'ai encore des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont même pas de compte personnel, Tu sais que c'est compliqué, ça va être ouais, compliqué sur cette base-là. c'est quand même très difficile. Et dans Mm. toutes les situations, c'est-à-dire que je parle même pas d'une séparation, mais c'est ce que je dis souvent à mes clients. Imaginez demain, on n'est pas dans le divorce, mais votre époux, votre épouse décède. Vous connaissez rien de la gestion de votre famille. Vous savez pas combien coûte le loyer, s'il y a des emprunts, où sont les comptes bancaires, la complexité de ça, parce qu'on n'a pas voulu aborder le sujet, sans même parler d'un couple qui va extrêmement bien. Ça peut mettre vraiment les gens dans des situations très dangereuses et très difficiles à vivre. Mm. Oui, oui, c'est ce côté de ne pas savoir, même s'il ne se passe rien de désagréable, euh, c'est quand même compliqué. Un accident de vie, ça peut arriver, une hospitalisation en urgence ou un déplacement qui se prolonge parce que on est coincé, il n'y a plus d'avion pour rentrer ou que sais-je. Mhm. Ça arrive, en fait. Bien sûr, Mm. c'est la Monnaie vie. d'aide, oui, complètement. Monnaie d'aide, concrètement,
À qui est-ce que c'est destiné? Parce que très souvent, quand on aborde ces sujets-là, moi je sais que dans mes coachés, par exemple, on me dit très régulièrement sur ces sujets d'argent ou de négociation salariale, oui, non, mais je ne suis pas assez haute, je n'ai pas assez Mhm. d'économie, je n'ai pas assez de biens, propriété ou autre pour adresser ces sujets-là. Mais à qui, du coup, à qui est-ce que c'est destiné et qu'est-ce que vous y faites concrètement dans ces échanges, dans ces rencontres? Alors, c'est destiné à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois célibataire, pacsé, en concubinage, en train de te séparer, fiancé, euh, toutes les situations, même célibataire, ça veut dire que tu vas potentiellement un jour avoir un héritage, je sais pas, tu veux pas que telle personne en bénéficie ou autre, toutes les personnes sont concernées. À Mhm. partir du moment où tu es majeur et où tu as, je veux dire, 1 euro sur ton compte bancaire, le droit va s'appliquer à toi que tu le veuilles ou pas. Donc ça Mhm. intéresse tout le monde. Il n'y a pas de différence de genre, il n'y a pas de différence de quelle que soit ta sexualité, la forme de ton couple, ton régime matrimonial si tu es marié, ça intéresse tout le monde. Mhm. Euh, Ça vraiment, il y a le public est extrêmement large et il n'y a pas non plus de frontières puisque on en parlera peut-être un moment, mais évidemment aujourd'hui où tu as des populations de plus en plus nomades qui vont travailler un peu partout et des éléments, ce qu'on appelle d'extranéité, c'est-à-dire des doubles nationalités, un bien à l'étranger, un mariage qui a eu lieu ailleurs, une expatriation. Tu as de plus en plus de sujets complexes juridiques, mais dans chaque pays, tu as des règles différentes. Le droit international privé existe et donc le droit va s'appliquer à toi que tu le veuilles ou non. Je pense que Donc, c'est hyper important de le rappeler ça, parce qu'effectivement aujourd'hui on est beaucoup plus nomade, on bouge, on se marie pas que dans son pays, on se marie avec des personnes de nationalités différentes. Et effectivement, ça se complexifie énormément. Et pour peu qu'il y ait des enfants qui arrivent, et encore une fois, même si tout va bien, même dans le meilleur des mondes, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des deux qui décède, justement, par bien, rapport aux enfants, ce genre de choses. les S'il y a besoin. assurances, tout. Tu vois, chaque jour, tu vas avoir des gens qui, confrontés à une situation de la vie, à un imprévu, vont être obligés de regarder et de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est arrivé à des clients, encore il y a pas longtemps, on faisait leur testament aux Émirats, et on regarde, ils me disent, bah oui, mais ça, on a des assurances sur les prêts. Je dis, ok, bah envoie-moi les documents, on va regarder. Les assurances qui payaient depuis 10 ans, elles ne fonctionnaient pas si tu n'étais pas résident fiscal français. Donc en fait, Ah, je leur explique en donnant les documents, je dis mais attends, en fait tu vois toutes tes assurances, tu me dis tu laisseras pas de dette à tes enfants, mais elles fonctionnent pas. Ça fait 10 ans que tu payes ça pour rien. Je n'avais même pas regardé. C'est des toutes petites choses. Et encore une fois, tout allait bien. Le but, c'était simplement de mettre en place pour que s'il se passait quelque chose, pour leurs enfants, il n'y ait pas de difficulté. Parce que pour moi, en vrai, un money date, prévoir les choses, c'est un acte d'amour. Au lieu de dire que ça n'est pas romantique, c'est bien tout le contraire. C'est le défaut d'anticipation qui crée des problèmes pour ceux qui restent ou pour les gens qui vont se séparer parce que rien n'a été discuté et envisagé. Et donc, lors des money dates, bah alors ça dépend. Soit tu peux avoir des money dates avec une seule personne qui va vouloir se renseigner parce que tu as plutôt une situation de crise ou simplement quelqu'un qui a envie de comprendre parce qu'il envisage de se marier ou une expatriation ou autre. Quels vont être ses droits, ses devoirs, ses zones de risque. Et puis mhm. ça peut s'arrêter là. Tu peux avoir des gens qui vont faire ça pour mettre en place après des testaments, euh, ou un contrat de mariage, un changement de régime matrimonial. Ça va être, si tu veux, comme un audit Ok. patrimonial de ta situation. Mhm. Ensuite, un audit du cœur et de ton esprit pour savoir qu'est-ce que tu veux. Tu as des gens pour qui la conception du mariage va être très différente de d'autres personnes. Des gens qui vont dire, moi dans ma culture, le mariage c'est forcément 50-50. Ça, c'est extrêmement personnel. Et le but, ça va être de dire aux gens, voilà, les règles aujourd'hui de votre situation, c'est ça. C'est un domaine Mhm. dans lequel on peut faire du sur-mesure total. Qu'est-ce que vous voulez? Et on trouve les outils juridiques pour le mettre en place. D'accord. Donc oui, il y a vraiment ce côté poser les choses,
toi, apprendre à connaître les personnes que tu as en face, quelles sont leurs valeurs, leurs positions, leurs postures par rapport à ce qu'ils souhaitent construire et qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, en fait. Et Et puis on va parfois le trouver aussi sous-jacent, du mieux. parce que, tu vois, on parlait d'IA et quand tu poses tes questions à ChatGPT, mais qui va te répondre peut-être un peu ce que tu as envie d'entendre parce que tes questions, elles sont orientées. Tu as des gens qui n'ont même pas conscience, qui vont te dire, moi, je veux absolument me marier. C'est un cas typique qu'on rencontre. Une femme qui va dire, moi, je veux absolument me marier. Parce que si tu le fais pas, c'est que finalement, tu n'as pas envie de t'engager avec moi. Et parfois, c'est plutôt, je fais pas des clichés, mais c'est la majorité des situations qu'on rencontre. Un homme qui va dire, moi j'ai déjà été marié, écoute, ça va, on est ensemble et tout, mais t'as pas besoin du mariage, ça change rien. Essayer de comprendre quelles sont les peurs de chaque côté, quel est le besoin de chaque côté, quel est le besoin de protection, est-ce que finalement c'est vraiment le mariage, est-ce qu'il y a un sujet religieux derrière, est-ce que c'est uniquement s'il arrivait quelque chose? Dans ce cas-là, ça peut se résoudre peut-être avec un testament. Euh, Tu vois, comprendre le sous-jacent, comprendre quel est le besoin de chacun des deux, qui peuvent être parfois les mêmes, parfois différents, parfois avec des événements de la vie changeants. L'un qui va arrêter son emploi pour s'occuper des enfants, est-ce que ça devient une situation juste? Un niveau de vie tellement décalé que si on fait 50-50 sur tout, et ben il y en a un qui va avoir à la gorge et qui va avoir plus d'épargne pour rien faire. Et à côté de ça, l'autre qui va avoir l'impression de trop dépenser aussi. Tu as des besoins et des intérêts différents qui ne seront pas toujours alignés. Et Et tu tout as les l'enjeu est d'en outils parler exactement. posément et sereinement et de manière à rester constructif, en fait. Quand je Et pas t'écoute, de c'est le vraiment pas de, ça. ouais, et pas de le voir comme une attaque. C'est pas tu veux mon argent ou t'es radin. Enfin, c'est pas c'est deux Et sujets sur l'argent est toujours très compliqué. Tout de suite, on toujours. le voit, ça devient très très vite épidermique. Il y a tout de suite des réactions, en plus, qui sont pas forcément les nôtres. Quand on redescend un petit peu, on se rend Ouais, compte que non, en fait, voilà, on peut passer outre. Mais la première, c'est tout de suite la levée de bouclier. et tu sais, tu as un attachement très psychologique à l'argent. Tu as des gens qui ont un type d'attachement anxieux. Tu leur dis, mais tu aurais besoin d'avoir combien sur ton compte bancaire pour être serein? Et ils auraient ce montant, ils ne le seraient pas. Non, Parce que tu as été élevé comme ça, parce que peut-être que ça a été un tabou familial. Et au contraire, tu as des gens qui sont des flambeurs. Tu as en fait vraiment un attachement déjà psychologique au départ à l'argent qui fait que tu vas gérer différemment. Et nous, on le voit souvent au moment du divorce, quand les gens t'expliquent un peu les critiques qu'ils adressent à l'autre, soit ah bah oui, il va pas faire attention, ou au contraire, il va rien dépenser. C'est mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Chacun fait comme il a envie de le faire. Et en fait, ce que je trouve extrêmement dommage, et c'est pour ça que j'ai créé Money Date, c'est que une simple discussion, parfois, ça. euh, essayer de pointer en avant et de comprendre, et surtout quand ça se passe bien, parce que c'est tellement plus facile d'en parler quand ça se passe bien. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Telle valeur. Et tu peux avoir des gens qui ont exactement les mêmes valeurs, mais parce qu'ils ont un type d'attachement différent à l'argent, qui vont vouloir gérer les choses de manière différente. Parce qu'ils vont avoir besoin de protection, de sécurité, quand d'autres vont avoir besoin de profiter pour se sentir mieux. Et donc des gens avec les mêmes valeurs, mais des styles d'attachement à l'argent différents, vont rentrer en conflit sur des tout petits sujets, puis qui finissent par devenir des gros sujets. Et puis alors, si rien n'a été prévu, rien n'a été discuté, parce que du coup, ah bah non, à chaque fois qu'on parle d'argent, on s'engueule, donc ça sert à rien, j'arrête, On on n'en arrête d'en discute plus. parler. Ah ouais, bah là, le red flag, il est là. Si tu arrêtes d'en parler, c'est que tu sais que le jour où ça va se finir, ça va très très mal se passer. Ouais, ouais. Mais c'est dingue, hein, à quel point l'argent, je suis très alignée avec tout ce que tu viens de dire parce qu'on a vraiment différents types d'attachement à l'argent, mais à quel point l'argent, ça cristallise les passions, pas forcément dans le bon sens. Moi, je le vois quotidiennement avec les entrepreneurs ou les cadres dirigeants que j'accompagne, même investir en eux ou investir leur temps ou dans leur entreprise ou dans leur business ou dans leur carrière.
tout de suite, ça vient ramener à la surface des choses inconscientes Ouais, et pas forcément positives. Quand je ouais. t'écoute, il y a une chose qui m'épate et m'inspire énormément, c'est que bon, tu es avocate de formation, mais que tu es aussi très très business oriented, une entrepreneuse. Et il y a une femme business en fait, une businesswoman derrière cette robe noire. Euh, quand est-ce que tu as compris que il y avait ça aussi en toi? Alors ça, je pense que c'est grâce à mon papa. Tu vois, il m'a dit, sois pas avocate. Il m'avait aussi dit, si tu fais l'ENA, je te déshérite. D'accord. Tu vois, on n'a pas de problème à parler d'argent dans la famille. Euh, il disait que pour lui, c'était l'école nationale d'autisme. Je me souviens très bien de ces discussions. Et lui, c'est un chef d'entreprise qui a monté ses entreprises. Et d'ailleurs, avec qui je travaille aussi maintenant dans le bâtiment, qui n'a du coup rien à voir avec ce que je fais. Et je me souviens quand j'ai commencé à être avocate et il me donnait des dossiers, je lui donnais mon raisonnement juridique et il me disait, mais Chloé, ok, je comprends le droit, mais en fait, le business, ça marche pas comme ça. Il faut que tu t'ouvres l'esprit parce que comme j'avais cette vision uniquement de juriste pour résoudre les problèmes, j'arrivais pas à avoir la vision d'ensemble. C'était assez compliqué pour moi d'envisager ça. Et donc, j'ai fait l'ESSEC en grande école. Euh, donc, j'étais déjà avocate, donc je le faisais sur toutes mes semaines de vacances, qu'on appelle des semaines bloquées, plus des cours du soir. Et là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le marketing. Je me souviens tu vois, on avait des avocats brillants qui venaient et qui disaient, vous avez des avocats brillantissimes, des excellents juristes, mais si tu es un excellent juriste et que t'as pas un client parce que personne le sait, tu peux pas gagner ta vie. Euh, et à côté de ça, peut-être des juristes beaucoup moins bons, mais des excellents orateurs qui pouvaient avoir des résultats fabuleux devant des juridictions. Je pense faut être. Tu ne seras jamais parfait, chacun a ses points faibles, ses points forts. Mais bah, je me suis dit assez rapidement qu'il fallait quand même diversifier ses compétences. Et puis, j'ai toujours aimé cet esprit. Je suis assez curieuse. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. J'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement, donc j'aime bien quand ça bouge. Et donc, je pense que j'ai toujours eu voilà, cette envie d'être moi aussi créatrice de valeur. C'était un peu ce que je disais souvent, ça me rejoint Money Date, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le marketing, dans le luxe, et où tu apportes une expérience positive à tes clients. Tu vois, ils sortent d'une boutique, ils sont heureux, ils viennent voir ton produit, ça leur amène. Moi, souvent quand on vient me voir, tu as envie de dire aux gens, bon bah, je sais que c'est pas forcément la personne que vous avez envie d'appeler, parce que tu m'appelles pas dans les bons moments. Et c'est un peu difficile en tant qu'avocat aussi de te dire que tu interviens toujours dans la vie des gens en contentieux quand ça se passe mal. Et que tu as envie de dire aux gens, bon, bah, j'espère qu'on se rappellera pas, ou même eux te disent, bon, ma maître, j'espère que je vous rappellerai pas. Euh, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu frustrant. Et je me suis dit aussi que avec Money Date, j'avais envie d'apporter ça à mon exercice, c'est-à-dire que les gens se disent après cette consultation, waouh, génial, merci, j'ai eu Ouais. tu vois, cette vraie expérience positive Positive. et je repars et je vais pouvoir reprendre le pouvoir sur peut-être un sujet que j'avais délaissé. Mm. Ouais, ouais. Effectivement, cette petite phrase de bon, j'espère que je ne reverrai pas ou d'arriver quand c'est trop tard, c'est tellement, tellement dommage. Euh, C'est hyper parce que frustrant. et hyper frustrant, mais pour tout le monde. Alors, quel serait justement ton meilleur conseil business à un jeune ou une jeune avocate qui se lance bah, qui va devoir un peu trouver son positionnement et continuer de se former, continuer de s'ouvrir, comme tu l'as dit si judicieusement juste avant. Parce que quand on a discuté pour préparer cette interview, tu me disais quand même que 75% des avocats sont au SMIC, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, quel serait ton meilleur conseil? Alors déjà de se former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté. Il y a beaucoup d'avocats qui sortent sur le marché.
et beaucoup moins de cabinets qui recrutent, notamment parce que tu as des collaborateurs qui vont être remplacés par de l'intelligence artificielle. Je me rappelle quand j'étais à New York en 2013, le managing partner de chez Cravath, donc un des plus gros cabinets américains, m'avait dit, tu sais, je recrute plus d'informaticiens que d'avocats. Et c'était il y a 13 ans. Et du coup, face à ça, quand tu trouves pas de collaboration, pour prêter serment, sinon tu dois t'installer. Mm. Et donc aujourd'hui, avec des espaces finalement de coworking et autres, tu peux assez facilement t'installer. Sauf que tu vas arriver dans une profession où, ok, tu as appris le droit, mais tu n'as pas appris la gestion d'un cabinet, la facturation, la fiscalité, l'URSSAF, la gestion client, potentiellement la déontologie. Moi, j'ai été membre du Conseil de l'Ordre. Je vois déontologiquement des avocats qui font des choses où ils se mettent en danger, mais parce que un avocat Par qui débute, méconnaissance. par méconnaissance, souvent il n'y a pas du tout de volonté de mal faire, mais par méconnaissance, parce que quand tu as un client et que tu en as peu, tu n'as pas envie de le perdre, donc tu deviens peut-être l'esclave de ton client et tu acceptes des choses, notamment en pénal, que tu n'aurais pas dû accepter. Voilà. Donc mon premier conseil, ce serait, ok, tu vas pas être autonome et indépendant tout de suite, mais fais-toi, forme-toi, travaille avec un avocat qui va t'apprendre, qui va te montrer comment ça fonctionne. Parce que si tu n'as pas compris à gérer un client et à gérer aussi tout l'administratif, bon, bah, très rapidement, tu vas être dépassé par les dettes et par les charges et ça va être extrêmement compliqué. Et moi qui fais encore des instructions, donc c'est des avocats qui sont poursuivis par l'ordre, quand tu vois des avocats qui te racontent, et moi je trouve que c'est des situations horribles, en pleurs, qu'ils ont été totalement dépassés et qui se retrouvent en liquidation parce qu'ils peuvent plus faire face à leurs dettes, alors que c'est pas des gens qui travaillent pas, hein, des gens qui travaillent énormément, qui ont parfois laissé leur santé. Enfin, c'est des situations catastrophiques. Je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et d'ailleurs, souvent, quand tu leur demandes est-ce que tu aurais fait autrement, ils te disent ouais, j'aurais fait autrement, je me serais peut-être associée. Parce que c'est aussi un métier où tu peux être très rapidement seul, Oui, isolé. isolé, à gérer beaucoup de poids, des clients, des pressions qui ont besoin de toi. Donc si toi-même tu vas pas bien, aller aider des gens qui eux-mêmes vont pas bien, c'est compliqué. Ouais. Et puis, il faut trouver le ressort, la ressource en toi. Donc, si toi déjà, t'es complètement submergé, ça va être compliqué. Donc, c'est ça. Te former auprès de quelqu'un qui sait, ne pas rester seul. Et tu vois, par exemple, au barreau de Paris, tu as énormément d'associations fabuleuses. L'UJA, l'Union des jeunes avocats, mais plein, l'ACE, qui vont donner des formations gratuites, qui vont organiser des événements pour que les avocats restent pas seuls, soient formés, t'aident. Tu vois, tu as une permanence même de soutien psychologique au barreau de Paris. Génial. Tu as énormément d'initiatives. Les gens critiquent beaucoup l'ordre. Les choses sont pas parfaites, mais il faut rappeler que les avocats qui sont élus, ils sont bénévoles, qui donnent énormément de leur temps et qui essayent vraiment de faire les choses bien pour que ça se passe le mieux possible pour leurs confrères. Donc il y a vraiment un soutien à aller chercher auprès de l'ordre plutôt que de le voir que comme celui qui va me prendre mes cotises et m'embêter si je respecte pas la déontologie et le disciplinaire. Ça va au-delà de ça. Et puis après, il y a tellement de manières d'exercer. Tu as tout type de structure, conseil, contentieux, petite, moyenne, grosse structure, en France, à l'étranger, avocat en entreprise aussi à l'étranger, et des domaines extrêmement divers, et puis des domaines aussi toujours nouveaux qui peuvent apparaître. Il faut trouver ce qui te plaît. Mais il y aura toujours un domaine où tu vas être bon parce que ça te plaît. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que quand tu fais quelque chose avec passion et que tu travailles, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et c'est ce que un de mes confrères, Kirill Bourgatchev, m'avait dit à l'époque quand je me posais la question de m'installer. Il m'avait dit, tu sais Chloé, des gens qui travaillent et qui aiment ce qu'ils font, j'en connais pas, qui n'y arrivent pas. Donc je suis assez convaincue de ça aussi. Donc si tu réunis ces conditions, que tu es formé, que tu ne restes pas seul
et que parfois ça prend du temps, et parfois c'est le dossier qui va te trouver plus que toi qui va aller le chercher, mais que tu trouves le domaine dans lequel tu vas être bon parce que tu vas t'y intéresser, parce que ça te passionne, dans ce cas-là, ça devrait fonctionner. Hmm. Ok, merci. Plein de passion, encore une fois, d'alignement et pas seulement du rationnel, mais aussi beaucoup de cœur. Tu as évoqué ça tout à Oui, l'heure. moi j'adore. Je me rappelle quand D'alignement, je j'ai dirais. fait la campagne du Bis Bâtonnat avec Jean-Jacques Hudviller, qui est le fondateur d'un cabinet qui s'appelle UGGC. On avait fait ensemble la campagne du bâtonnat. J'avais accouché 15 jours avant. Et donc, de mon deuxième enfant, la première avait 1 an à l'époque, et donc le deuxième avait 2 semaines. Et j'allais dans les cabinets, et bon, on n'a pas gagné, mais j'ai un souvenir incroyable de cette campagne où tu rencontres plein de confrères et où tu vas leur dire, voilà, tu peux être maman, avoir ton cabinet, avoir des bébés et encore aimer ce métier et encore le faire parce que tu as tellement, et notamment de femmes et de consoeurs qui vont quitter la robe parce que tu as des horaires compliqués, des audiences, c'est imprévisible. Et moi, j'ai encore des disputes aujourd'hui avec Mike qui va me dire, ah, mais tu veux pas savoir gérer ton emploi du temps. Mais en fait, c'est juste que tu n'as pas la main sur ton emploi du temps. Quand tu es convoqué à 9 heures par une juridiction et que tu passes à 15 heures, comment tu veux gérer ta journée? Et en attendant, tu es dans la salle du tribunal avec parfois même pas d'internet pour avancer sur tes dossiers. Et tu vas pas facturer à ton client le temps d'attente entre 9 heures et 15 heures. Donc c'est un métier qui peut être assez ingrat dans la gestion du temps. Hmm. Euh, et ça, pour une femme, pour une maman, pour un homme aussi d'ailleurs, mais bon, euh, dans les chiffres, celles qui quittent le barreau dans les 5 premières années sont majoritairement des femmes, c'est un vrai sujet. Hmm. Ouais, alors ça pourrait effectivement faire l'objet d'un deuxième épisode parce que je crois qu'il y a un vrai sujet autour de ça, autour de la Ouais. santé mentale aussi, t'en parlais tout à l'heure du poids. En tout cas, pour aujourd'hui, on va clôturer ici. Merci mille fois Chloé de ce partage, de tous ces éléments. Je mettrai les liens vers ton profil et vers ton site pour parler de Money Date pour ceux que ça intéresse, celles et ceux qui sont intéressés. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous pensez que quelqu'un autour de vous peut être intéressé par ce qu'on a évoqué aujourd'hui, partagez-le. Parfois, les plus petites actions comme juste un partage peuvent faire toute la différence. À très vite. Merci Stéphanie. Merci Chloé.